Aujourd'hui, l'équipe de La Fouille s'arrête à Thetford Mines. Si j'étais chinois, je dirais que c'est un signe du ciel. C'est le 11 du 11 2011. Fait que 11 novembre 2011. Si on regarde une photo aérienne, on verrait que toutes les mines sont alignées. Ils suivent le filon. D'ailleurs, la route ici, la 112, est parallèle au filon. Nous, dans notre mission, c'est justement de promouvoir et de faire découvrir toute la richesse des Appalaches. Vous connaissez l'amiante? Elle a longtemps été exploitée dans la région de Thetford Mines. Maintenant, elle fait partie du passé des gens de la région. On va tout d'abord à la rencontre du géologue et enseignant André Pross pour démystifier ce terme désignant certains minéraux à texture fibreuse utilisés dans l'industrie. Alors, l'amiante, comment on découvre ça si on parle de l'histoire, justement, de l'amiante? Bon, la première chose qu'il faut peut-être corriger ou préciser, c'est que l'amiante, c'est un terme générique. L'amiante, c'est représentatif de tous les minéraux qui sont fibreux de nature, qui se détachent comme des fibres dans la roche. On appelle ça de l'amiante. Il y a plusieurs variétés d'amiante. La plupart sont économiques. Il l'était économique, bien sûr, maintenant. L'amiante, toutes les variétés d'amiante sont bannies. Mais on avait l'amiante bleue de l'Afrique qui s'appelait la crocydolite. On a l'amiante blanche ici qui s'appelle le chrysotile. Donc, l'or blanc, qu'on appelait dans le temps, c'était l'amiante, mais variété chrysotile. Donc, l'amiante, c'est tous les minéraux fibreux. Ça l'inclut le chrysotile. Okay. Ici, à Thetford, il y a seulement une mine qui est souterraine parce que le gisement d'amiante est profond. Mais toutes les mines ici, dans la région, sont des mines à ciel ouvert. Ça veut dire que la fibre d'amiante, ou la fibre de chrysotile, je devrais dire, elle est située proche de la surface. Donc, plus facile à aller chercher via des puits à ciel ouvert. Elle est grande, la région ici, mais il y a un filon, en fait, qu'on peut trouver facilement au niveau de la grande région qu'on a ici. Hein? Un filon, c'est comme une ligne, oui. Ici, dans la région, ce filon, il s'élargit. Mais le filon part d'Asbestos, passe par Thetford où il devient plus large, c'est pour ça qu'on a les mines ici, et devient plus mince lorsqu'on s'en va vers East Broughton, Saint-Frédéric. Là, le filon est très, très petit, très mince. Et donc, ça s'échelonne sur plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres. Et si on regarde une photo aérienne, on verrait que toutes les mines sont alignées. Ils suivent le filon. D'ailleurs, la route ici, la 112, est parallèle au filon. Il faut se rappeler que l'origine de l'amiante ici, le chrysotile, vient de la croûte océanique. Ça veut dire qu'on a une partie de la croûte océanique. On marche les deux pieds, présentement, sur une partie de la croûte océanique. Qui a remonté? Qui a remonté lors de la collision des continents, oui. Wow. Et sans ça, on n'aurait pas eu de gisement d'amiante. Ils seraient profonds, les gisements. On n'aurait pas pu les atteindre. L'amiante a longtemps été un moteur économique important pour Thetford Mines et les environs. Maintenant retraité, je rencontre l'un des derniers ingénieurs miniers de la région, M. Laroche. Bonjour, M. Laroche. Bonjour. Je parle à un retraité, en fait. Oui. Un retraité bien spécial, un retraité minier, c'est ça? Oui, j'étais ingénieur minier dans le secteur des mines ici dans la région depuis 1972. J'avais gradué en 1970. J'avais passé une petite période sur la Basse-Côte-Nord, Saint-Pierre, pour être plus précis. Et puis, j'avais une offre d'un travail ici à Thetford. Et puis, j'ai accepté. Je ne l'ai jamais regretté. Mes enfants sont nés ici tous les deux. Et puis, j'ai fait ma vie professionnelle à 90% ici dans la région. Dans votre plan de vie, au niveau du travail, M. Laroche, oui, vous avez commencé à Havre-Saint-Pierre. Vous avez transféré ici dans les années 70. Est-ce que vous aviez prévu passer le reste de votre vie de travail ici? Non, je suis arrivé en 72 et puis je m'étais dit, écoute, on va essayer ça 6 mois, 1 an, puis on verra par la suite parce que lorsqu'on étudiait, moi je suis gradué à la Polytechnique à Montréal, l'école Polytechnique, et puis on nous disait tout le temps que le vrai secteur minier, il était soit en Abitibi, où la plupart des mines d'or et de cuivre, les métaux de base en sortent, et puis ou sur la côte nord, c'est-à-dire dans la vraie côte nord, Shefferville, Gagnonville dans le temps, etc. C'était les pôles les plus importants, point de vue économique, pour le secteur minier. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était
c'est très, très révélateur ce que j'avais appris ici. C'était, on nous parlait très, très rarement d'amiante ou de chrysotile. Fait que pour moi, c'était la découverte et l'apprentissage sur place. Pour faire un continuum, un point de vue historique, il faut que je vous dise que 72, disons, les mines fonctionnaient très bien, c'est-à-dire à pleine capacité, pas de chômage, etc. Début des années 80, ça s'est mis à ralentir. Je parle surtout du secteur amiantifère. Et puis là, à ce moment-là, les gens ont compris que, du moins certains d'entre eux, ne pourraient pas faire leur carrière au complet dans le secteur minier local. Et puis en 86, justement, il y a une fusion de 3 entreprises minières qui a fait que certaines mines ont dû fermer leurs portes. Rationalisation. Quand on parle de rationalisation, ça veut dire perte d'emploi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont ramassées au chômage ou en retraite forcée. Il y a des dates que l'on n'oublie pas. Pour M. Laroche, c'est le 11 novembre 2011. Monsieur Laroche, donc, vous avez tenu dans la région en travaillant comme ingénieur minier à Thetford. Il est arrivé un incident incontournable chez vous en 2011. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien là, c'était quand même planifié dans le sens que les opérations devaient cesser, compte tenu qu'il n'y avait pas de possibilité de faire de nouveaux développements au point de vue économique et puis au point de vue technique à ce moment-là. Fait que la décision avait été prise par le propriétaire de la mine de dire, bien, écoute, on va cesser nos opérations dans X mois. Puis parce que par la loi, il faut avertir, quand il y a une mise à pied massive d'employés, il faut avertir quand même le ministère du Travail. Et puis ce qui avait été fait les mois précédents. Et puis, fait que les gens s'y attendaient, puis à ce moment-là, c'était préparé mentalement. Certains avaient déjà trouvé un employeur. Fait qu'ils avaient donné leur démission et puis s'étaient trouvé un autre emploi. Ouais. Donc, c'était vraiment une fermeture de la mine, là? Oui, c'était définitif. Tout était... On extrayait, on grattait encore les fonds de tiroir, si on peut faire l'image, pour recueillir le maximum de minerais que l'on pouvait encore traiter. Et puis après ça, c'était prévu qu'autour du 11 novembre, on cessait les opérations. OK. 11 novembre. Vous l'avez su quand? Vous l'avez su en été? À peu près 4 mois avant, là. OK. Donc, à l'été, vous saviez que c'était votre dernier été à la mine? Oui, que le temps achevait, là? Oui, et c'est sûr que c'était un peu morne comme atmosphère parce que, on dirait, la plupart des gens se retrouvaient sans emploi. Il y en avait quelques-uns qui étaient gardés, ne serait-ce que pour faire ce qu'on appelle dans le jargon la watch, c'est-à-dire des surveillants de la propriété pour pas qu'il y ait d'accidents, pour pas qu'il y ait de vol et de matériel également. Fait que, ensuite, il y a quelques gestionnaires qui étaient restés en place aussi pour faire, comme on dit, la fermeture des livres, etc. Fait que, moi, j'avais quand même la possibilité de dire, écoute, je m'en retourne. Je m'en retourne chez moi et puis je vais faire autre chose. Donc, vous pouvez dire que vous êtes l'un des derniers ingénieurs miniers dans la région ici à Thetford avec cette mine-là qui a fermé. Ben oui, on peut dire ça. Il y en avait d'autres qui étaient là également. Puis, il y en a qui se sont vraiment recyclés dans d'autres activités qui étaient plus jeunes que moi. Et c'était quoi la date, là, la dernière journée que vous avez travaillé? Ben moi, si j'étais chinois, je dirais que c'est un signe du ciel. C'est le 11 du 11 2011. Fait que 11 novembre 2011. OK. Fait que disons qu'on ne l'oublie pas. Merci beaucoup, M. Laroche. Ça fait plaisir. On revient avec M. Pross, géologue bien connu dans la région. C'est un homme qui a beaucoup voyagé par le passé pour son travail. Son expertise a été fort utile pour trouver des pierres et minéraux. Et on engage un géologue, pourquoi? Le géologue peut être engagé à différents niveaux. Moi, dans mon cas, c'était pour faire de la prospection minérale. C'est-à-dire que j'aimais l'aventure, je voulais voyager et puis j'ai été à Terre-Neuve, travailler dans le bois, parce que dans le bois, c'est là qu'on va trouver la minéralisation, avec, comme on voit le prospecteur, le marteau, la boussole, et puis on regarde les affleurements. Les affleurements, c'est les caps rocheux, puis on les étudie, on prend des échantillons, on analyse les échantillons pour la substance minérale qu'on recherche. Dans mon cas, dans le temps, c'était l'amiante qu'on cherchait. L'amiante chrysotile, qu'on dit, l'amiante l'or blanc, qu'on appelle ici à Thetford Mines.
c'est quelque chose qu'on cherchait. Parce que dans ce temps-là, l'industrie marchait très, très bien. OK. Donc, un géologue, on l'engage avant, pendant la prospection, et une fois que c'est terminé, il est appelé à voyager et à aller dans une autre mine? Exemple, moi, je pourrais découvrir le gisement. Une fois le gisement découvert, on va l'exploiter. Je pourrais travailler comme géologue de mine à ce moment-là, soit dans le puits à ciel ouvert, à cartographier les endroits minéralisés dans le puits, ou sous terre, cartographier les galeries, puis dire aux ingénieurs miniers où aller pour aller chercher le minerai. Donc, un géologue, non seulement peut travailler comme prospecteur, mais aussi comme géologue de mine. C'est Laurie du musée Minéraux de Thetford qui m'a présenté à André Pross. Elle est une passionnée de son métier. Elle adore nous raconter ce que renferme le musée. C'est important de bien informer les visiteurs de ce qu'il y a sous nos pieds. Bonjour Laurie. Bonjour Karine, ça va bien? Bien oui, ça va bien toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut découvrir au musée? Oh mon Dieu, plein de choses. Ce qui est super, c'est vraiment en fait qu'on a une mission au musée qui est assez large, en fait, autant au niveau du sous-sol des Appalaches. Donc, nous, dans notre mission, c'est justement de promouvoir et de faire découvrir toute la richesse des Appalaches, spécifiquement aussi de la région de Thetford Mines, qu'est-ce qu'on retrouve dans notre sous-sol. Donc, c'est vraiment de créer un musée qui ouvre sur le sous-sol, finalement, tout ce qui est des sciences de la Terre. Mais on a aussi un volet du patrimoine. Donc, comme on le dit, on est une région minière, donc c'est important de faire valoir, justement, bien, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, bien, oui, on a eu des mines souterraines, on a eu des mines à ciel ouvert, de parler de tout l'outillage qu'on avait justement dans les mines, le travail des gens, leur histoire, comment ça a fait évoluer la région. Puis on le fait également, justement, comme je vous disais, avec le volet géologique, minéralogique. Donc, c'est super intéressant, on a plein de choses à voir. À l'extérieur, on a meublé aussi le musée. Parle-moi du gros camion derrière toi. Oui, Rutilant, son petit nom, c'est un petit peu, c'est comique en fait, c'est que Rutilant, c'est un camion qui a une belle histoire. C'est un camion qui est assez ancien. Donc, c'est le genre de camion, normalement, qui était construit dans les années 40-50. Il a commencé sa vie, en fait, à la mine Belle, qui est une mine qui était souterraine, finalement. Dans la région ici? Oui, exactement, qui se situe au centre-ville. Donc, Rutilant servait, en fait, à amener tout ce qui était du concassé ou du sable pour aller le porter dans les halles de la mine Lake, qui est un petit peu vers Black Lake à ce moment-là. Donc, toutefois, il y a un moment, en fait, il a changé de carrière complètement. Il a été acheté par la mine Lake. Et puis, il a changé de couleur également. Ben oui. Parce qu'il était jaune autrefois. Donc, c'est un camion aussi, en fait, qui est un 2 temps, qu'on dit, donc qui était très, très, très bruyant. Les gens qui l'ont conduit nous ont contactés pour nous raconter que ça prenait des bouchons ou des coquilles parce que ça faisait un vacarme énorme. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé d'ailleurs le rutilant, parce qu'il était un petit peu, je vous dirais, il aimait ça l'appeler comme si c'était un muscle car, finalement. Il était fier. Oui, exactement, il était fier, là, voilà. On a reçu, en fait, justement, notre beau camion rutilant l'année passée à l'occasion de la foire minéralogique, justement, juste avant l'événement. Et puis, on est vraiment fiers parce que ça nous permet, en fait, de montrer, justement, la démesure des mines, hein, parce qu'on voit un camion, c'est un 45 tonnes. On se dit, mon Dieu, 45 tonnes, c'est gros. Attendez, on vient de recevoir aussi un 100 tonnes, si je ne m'abuse, ou un 110 tonnes pour le centre historique de la mine King. Donc, c'est vraiment de montrer, la machinerie, elle est énorme. Les besoins pour les mines aussi, c'était d'avoir ces gros monstres-là. C'est concret pour les gens, puis c'est intéressant aussi pour les enfants d'aller voir ça. Et c'est sûr qu'il ne bougera pas de là. On s'en est assuré. Exactement. Merci beaucoup, Laurie. Ça me fait plaisir. Pour en savoir plus sur le musée, visitez muséminéraux.com. Aventure terminée pour l'équipe de La Fouille aujourd'hui. Et on repart faire d'autres trouvailles en région. Merci à tous nos invités. Comme vous avez pu le voir, bien des choses peuvent se retrouver sous nos pieds. Les sous-sols de Chaudière-Appalaches sont bien remplis. Suffit de garder l'œil ouvert.